Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec Les Abeilles grises, publié aux éditions Liana Levy, Andreï Kourkov raconte le quotidien de deux irréductibles Ukrainiens, les deux seuls à être restés dans leur village quand la guerre a éclaté. L'un d'eux, Sergueïch, trouve son réconfort auprès de ses abeilles qui l'emmèneront en Crimée à travers un périple donquichotesque où l'humanité demeure le seul garde-fou face à l'œil de Moscou. Bonjour Andreï Kourkov. Quand avez-vous écrit Les Abeilles grises ? C'était publié, je crois, en 2018. Mais j'écris ça 3 ans après le début de la guerre à Donbass, après l'annexion de la Crimée. Oui, c'était écrit après, mais je ne planais pas d'écrire ce livre, pas du tout, parce qu'en fait, après l'annexion de la Crimée et après le commencement de la guerre à Donbass, on m'a posé beaucoup de questions. Les journalistes, si vous écrivez déjà quelque chose sur la guerre, comme les autres écrivains, et j'ai dit non, je ne veux pas. Peut-être 20 ans après la guerre est finie, mais en fait, à partir de 2014, il y avait beaucoup de réfugiés de Donbass qui s'est déménagé à Kiev et j'ai rencontré souvent des gens de Donbass dans les appartements de mes amis qui y viennent. Et un jour, un de ces gens, un jeune homme des affaires qui s'est déménagé de Donetsk à Kiev et qui a ouvert un petit café, il m'a raconté qu'il part par voiture chaque mois vers la ligne de front pour visiter un village où il n'y a que 7 familles restées, le village presque abandonné, et ces gens qui restaient là, ils essayent de vivre comme avant de la guerre, mais il n'y a pas de magasins, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de postes là, il n'y a pas d'électricité, et comme ça, il les aidait, il les ramenait des médicaments, des choses qu'il demandait, et il payait, lui, pour dire merci, avec des préserves de légumes. Et c'était le moment quand j'ai pensé de la vie dans la zone grise pour la première fois, et j'ai compris que la zone grise a la même longueur que la ligne de front. Et c'était 430 km. D'accord. Et je pensais aussi qu'il y avait, dans ce moment, il y avait déjà plus que 200 livres sur la guerre, mais plutôt sur les batailles, sur les soldats, pas sur la population civile, pas sur les gens qui restaient à vivre dans leur village. Oui, et j'ai décidé d'écrire cette histoire. Peut-on considérer votre livre, Les Abeilles grises, comme une fable ? On peut, parce que s'il y a des abeilles, c'est déjà une fable. Les abeilles grises seraient une sorte de valeur refuge qui permettrait de se protéger ? C'est la zone refuge imaginaire qui ne peut pas vous sauver si quelqu'un va venir et prendre votre maison, détruire vos ruches. Comme ça, c'est... Oui, parce qu'on pense toujours que si tu es chez toi, tu es dans la sécurité. Mais chez toi, pendant la guerre, ne signifiait pas rien. Vous souhaitiez dénoncer la guerre ou raconter une histoire d'amitié ? Le thème du roman, c'est la vie des gens, le valeur des vies humaines. En fait, c'est aussi la question de sécurité des gens civils. C'est une histoire sur la vie des gens interrompus par la guerre et qu'ils ne comprennent pas au début.
parce que vraiment, Donbass, c'est une région spéciale avec majorité des gens qui n'étaient jamais intéressés dans les choses politiques, qui étaient toujours loyaux aux autorités locales. Et il était toujours très passif. C'est les gens qui travaillaient beaucoup dans les mines, dans les fabriques, qui étaient dit pour qui il faut voter par les chefs des régions, par les oligarches locaux, par la mafia locale politique, tout ça. Et c'est-à-dire que dans le roman, on montre, je montre combien ça coûte être pas politisé, n'avoir pas la compréhension de la situation autour de toi. Mais heureusement que la solitude du personnage principal, Sergueïch, est rompue par son voisin, son meilleur ennemi d'enfance, Pashka, et par un soldat. Il y a quand même une histoire de solidarité. Cette guerre est devenue possible à cause des clichés qui existaient, qui étaient imposés sur la société ukrainienne il y a 30 ans. Parce que, bien sûr, les politiciens ukrainiens essayaient de partager la population dans les groupes différents, partagés par la langue, par la religion, par la région. Et comme ça, je dis toujours que pour les habitants de Donbass, la région était fait sa religion. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'ils sont les gens les plus travailleurs d'Ukraine. Et une autre chose, les gens de Donbass étaient dit toujours que les habitants d'Ukraine de l'Ouest sont les radicaux, les nationalistes radicaux qui détestent les gens de Donbass. Et la même chose était dit, presque la même chose, aux gens de Galicie, aux gens de l'Ukraine de l'Ouest. Là, il y avait un autre cliché imposé que tous les habitants de Donbass sont les bandits, les criminels, les gens sans principe, sans morale. Et ces deux clichés aussi jouaient un rôle négatif important dans le conflit, dans cette guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, en Russie, on utilise ces clichés. Oui. Parfois, on ne sait plus qui soutient qui dans les régions traversées par vos personnages. Les habitants de Donbass ne voyageaient pas. Et c'est très intéressant parce que j'ai passé par Roumanie il y a une semaine. Je parlais avec des bénévoles qui aidaient les réfugiés dans la station centrale de Bucarest. Il y a des tentes là-bas jusqu'à aujourd'hui avec des réfugiés, il y a des nourritures gratuites, tout ça. Mais j'étais surpris de savoir que les réfugiés de Donbass, quand ils sont arrivés en Roumanie, ils sont arrivés sans valise mais avec des sacs. Parce qu'ils n'avaient pas de valises chez eux dans les maisons, parce qu'ils ne voyageaient jamais. C'est-à-dire que si tu ne voyages pas, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il passe 100 km plus loin de ta maison. Dans son village abandonné, Sergueïch décide d'inverser les panneaux des rues. Pouvez-vous nous raconter ? C'est-à-dire suivre la politique ukrainienne de décommunisation sans comprendre de quoi il sache, parce que en fait c'est les rues, les noms des rues étaient changés et seront changés encore une fois maintenant à cause de la guerre, mais plutôt il était remplacé avec des noms des écrivains ukrainiens, des politiciens anciens ukrainiens, des figures historiques. Et ici, ils pensent qu'on peut simplement remplacer un nom de la rue avec le nom d'autres rues. C'est-à-dire, mais bien sûr, c'est très symbolique parce qu'il vivait sur la rue Lénine et l'autre, il y avait toujours deux rues présentes dans chaque village en Ukraine. Le rue Lénine et rue Shevchenko. Shevchenko, c'est un poète national ukrainien. Et il a décidé que c'est mieux, c'est plus agréable d'habiter sur la rue Shevchenko, parce que les poètes sont moins dangereux que les politiciens. Sergueï a gardé un exemplaire de Guerre et paix dans son vaisselier. Pourquoi ?
Non, en fait, c'était la culture soviétique, oui. C'est-à-dire c'était presque obligatoire ou très important d'avoir des livres dans l'appartement, dans la maison, pour montrer les autres que tu es aussi bien éduqué. Et c'était toujours les romans classiques. Pas souvent Dostoïevski, mais Tolstoï, Tchekhov, Turgenev, il était toujours là. Et très souvent, les livres ont été achetés et jamais lus. Mais c'était comme une partie des décors intellectuels. Votre roman est écrit de manière simple, de façon à fluidifier la lecture. Il est plus facile, ainsi, de transmettre des sentiments nobles à l'image de l'humanité de Sergueï. Oui, je crois. Et comme ça, il y a aussi pour moi, il y a plus de musique dans le texte et derrière le texte. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, parce que la narration a toujours un rythme. Et si c'est comme un peu à l'ancienne, c'est-à-dire comme, écrit comme une fable, c'est aussi... il y a une mélodie, il y a une musique qui vous aide à lire le livre. C'est-à-dire, vous trouvez ce rythme avec la musique comme quelque chose qui vous aide d'aller plus loin dans l'histoire. Parlons de Sergueï, c'est un homme bon. Oui, il n'est pas négatif, il est, on peut dire, il est bon et naturel. C'est-à-dire, il n'est pas éduqué. Il comprend la vie en observant la nature. Il cherche toujours des choses dans la nature qui expliquent qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est mauvais. C'est-à-dire que pour lui, les abeilles sont très importantes parce qu'ils ont créé une communauté travailleuse fonctionnant. Comme ça, il croit que les abeilles sont les seuls, comment on dit, les seuls qui ont créé la société communiste. Parce qu'ils travaillent toujours et ils produisent la miel